Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors, imaginez, la fille d'un homme est atteinte d'un cancer. Dévastateur, non? Absolument bouleversant. Et que fait un mari aimant et dévoué dans un moment pareil? Il se tourne vers la seule femme qui a été présente chaque jour, faisant 6 heures de trajet aller-retour pour les rendez-vous médicaux, lavant des vêtements imbibés des effets de la chimiothérapie, tenant la main d'une adolescente terrifiée dans les salles d'attente. Il regarde cette femme et pense. Oui, pas elle. À la place, il court droit dans les bras de la femme qui a littéralement abandonné son enfant pendant des années et n'appelait que 2 fois par an, pendant les fêtes. 2 fois par an. Et d'une manière ou d'une autre, il a eu l'audace de traiter sa femme dévouée d'égoïste. Je vous jure que je n'invente rien. Mais attendez, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Ça devient encore plus chaotique, plus laid, et honnêtement, un peu satisfaisant à la fin. Alors prenez quelque chose à boire et plongeons dans l'histoire. La mère de ma belle-fille est revenue parce que sa fille a un cancer après l'avoir abandonnée, mais elle voulait seulement récupérer mon mari, et nous nous sommes débarrassés du cancer qu'elle représente, elle est mon ex. Pour le contexte, j'ai épousé Jacques, 47 ans, il y a 7 ans, alors que sa fille Chanel, qui avait 11 ans à l'époque, était en pleine bataille pour la garde. Enfin, pour être honnête, un seul côté se battait vraiment. J'ai 41 ans aujourd'hui. Son ex-femme, Lina, les avait quittés quand Chanel avait 8 ans. Un jour, elle est simplement partie, disant qu'elle ne pouvait pas gérer la situation. Jacques a obtenu la garde complète parce que Lina ne s'est jamais présentée aux audiences. Elle a déménagé à 3 États de distance et appelait Chanel peut-être 2 fois par an, pendant les fêtes. Jacques et moi nous sommes rencontrés au milieu de tout ça. Il élevait Chanel seul tout en gérant une petite entreprise locale. J'aimais la façon dont il parlait de sa fille. Il ne se plaignait pas de Lina et ne montrait pas d'amertume. Il se concentrait simplement sur le fait d'assurer une bonne vie à Chanel. Nous sommes sortis ensemble pendant quelques années avant de nous fiancer. Chanel était réservée avec moi au début, mais elle s'est ouverte après que je l'ai aidée avec quelque chose pour l'école. Après cela, elle a commencé à me demander de venir la chercher à l'école et de l'aider avec ses devoirs. Jacques disait que c'était la première fois qu'elle souriait autant depuis le départ de Lina. 1 an après notre mariage, Chanel m'a dit qu'elle aimerait que je l'adopte. Jacques et moi avions déjà évoqué cette possibilité. Nous avons contacté Lina à son dernier numéro connu. Elle a accepté de renoncer à ses droits parentaux sans même demander pourquoi. Elle a signé les papiers chez un notaire près de chez elle. Jacques a fait 16 heures de route pour obtenir sa signature et est revenu le jour même. Il ne voulait pas passer une seule nuit dans cette ville. L'adoption a été finalisée 4 mois plus tard. Chanel a pleuré lorsque le juge a officialisé l'adoption. Elle m'a serré dans ses bras pendant longtemps dans le couloir du tribunal. 3 ans après notre mariage, j'ai eu notre fils, qui a maintenant 4 ans. Chanel aimait l'idée d'avoir un petit frère. Jacques prenait constamment des photos d'eux ensemble. Tout a changé au printemps dernier, quand Chanel a eu 18 ans. Elle a commencé à être fatiguée en permanence. Au début, nous pensions que c'était parce qu'elle terminait sa dernière année et restait tard pour étudier. Puis les maux de tête ont commencé, durant plusieurs jours. Elle restait allongée dans sa chambre sombre avec un chiffon froid sur le front. Les maux de tête sont devenus si intenses qu'elle a manqué son bal de promo. Jacques est allé chercher la robe qu'elle avait commandée, et elle est restée dans sa housse plastique dans le placard. Son médecin a prescrit des examens après qu'elle se soit évanouie lors d'une répétition de remise de diplôme. Les résultats ont montré des anomalies dans les cellules. D'autres tests ont suivi. Chanel a dû consulter un spécialiste au centre médical universitaire, à 90 minutes de route. Je l'ai accompagné à chaque rendez-vous parce que Jacques avait beaucoup de travail et ne pouvait pas s'absenter toute la journée. Nous partions à 6 heures du matin et ne rentrions parfois qu'au moment du dîner. Avec le diagnostic, le médecin a parlé des options de traitement et des taux de survie. Chanel parlait très peu pendant la consultation ou sur le chemin du retour, elle me serrait simplement la main très fort. Je me suis arrêté dans un restaurant parce que je ne me souvenais pas si nous avions mangé ce jour-là. J'ai annoncé la nouvelle à Jacques ce soir-là, après que Chanel soit allée se coucher. Il est resté assis à la table de la cuisine à regarder les documents médicaux pendant plus d'1 heure. Puis il a appelé Lina. Je ne savais pas qu'il avait encore son numéro. Il est sorti sur la terrasse pour téléphoner. Il y est resté 40 minutes. Quand il est revenu, ses yeux étaient rouges, mais il a dit que Lina voulait s'impliquer maintenant que Chanel était malade. Je lui ai demandé ce que cela signifiait exactement. Il a répondu que Lina voulait venir et aider de toutes les manières possibles. Lina est arrivée 3 jours plus tard. Chanel l'a regardée comme on regarde une inconnue, parce que c'est ce qu'elle était devenue après tant d'années d'absence. Lina a essayé de la prendre dans ses bras, mais Chanel a gardé les siens le long du corps. Jacques a suggéré que Lina pourrait rester dans la chambre d'amis, mais je lui ai dit que je ne trouvais pas approprié d'avoir son ex à la maison. Finalement, il a accepté, et elle a trouvé un endroit où loger pendant son séjour. Le traitement a commencé peu après. Chanel devait se rendre au centre médical 2 fois par semaine. Lina a commencé à venir avec nous au rendez-vous. Elle s'asseyait de l'autre côté de Chanel dans la salle d'attente. Parfois, les infirmières pensaient que Lina était la mère de Chanel, et Lina ne les corrigeait pas.
Jacques disait que cela ne valait pas la peine de faire une scène devant Chanel, puisque le plus important était sa santé. Les cheveux de Chanel sont tombés en septembre. Elle s'est rasé la tête avant qu'ils ne tombent par poignées. Lina lui a acheté 3 styles de chapeaux et 2 perruques. Chanel portait surtout une casquette de baseball. Jacques a commencé à passer plus de temps avec Lina. Il disait que c'était parce qu'ils avaient besoin de parler de leur peur commune de perdre Chanel. Il allait chez elle après le travail et rentrait à 22 ou 23 heures. Oui, je sais comment cela sonne, et je l'ai pensé aussi, mais j'étais plus préoccupé par la santé de Chanel que par mon mariage à ce moment-là. Si tout s'effondrait, je ne pouvais pas y faire grand-chose de toute façon. Je n'étais pas prête à supplier un homme infidèle de rester avec moi, ni à rester avec lui. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je suis descendu à 2 heures du matin et j'ai trouvé le téléphone de Jacques en train de charger sur le comptoir. Je l'ai pris, et il s'est déverrouillé avec la reconnaissance faciale parce qu'il m'avait ajouté comme utilisatrice secondaire quand nous nous sommes mariés. J'ai vu des messages entre lui et Lina. Le message le plus récent datait de 23h30 ce soir-là. Lina avait écrit que le fait d'être à nouveau ensemble semblait juste, même si les circonstances étaient terribles. Jacques a répondu qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer et que la maladie de Chanel lui avait fait comprendre ce qui comptait vraiment. Lina avait fait la plus grande erreur de sa vie en le quittant. Jacques a écrit qu'il pouvait réparer cela maintenant, qu'ils pouvaient être la famille qu'ils étaient censés être au moment où ils en avaient le plus besoin. Lina a envoyé un emoji cœur, Jacques a répondu avec un autre. Comme je vous l'ai dit, je m'en doutais, mais le prouver était autre chose. J'ai confronté Jacques cet après-midi-là après avoir déposé mon fils chez ma sœur. Il m'a dit que je ne pouvais pas comprendre parce que Chanel n'était pas ma fille biologique, peu importe ce que disaient les papiers d'adoption. Lina avait donné naissance à Chanel, et cela créait un lien que je ne pourrais jamais avoir. Il a dit que la situation lui avait montré où devaient être ses priorités. Il m'a demandé si je m'attendais vraiment à ce qu'il se concentre sur notre mariage alors que sa fille pouvait mourir. Je lui ai fait remarquer que, dans les faits, j'avais été la mère de Chanel depuis que sa mère biologique l'avait abandonnée. J'étais aussi celle qui l'emmenait à chaque rendez-vous avant l'arrivée de Lina. J'étais celle qui lavait ses vêtements quand elle était malade à cause des traitements. Jacques a eu le culot de me dire que j'étais une femme égoïste et centrée sur moi-même, que je ne pensais qu'à moi, que je faisais tout tourner autour de moi alors que Chanel avait besoin de ses 2, vrais, parents unis. Je lui ai dit d'aller s'unir avec Lina à son hôtel. Il ne reviendrait à la maison que pour voir mon fils et emmener Chanel à certains rendez-vous quand je travaillais. Au lieu de dire à Chanel ce qui se passait, puisque, selon lui, se remettre avec son ex allait lui permettre de guérir Chanel, il lui a dit que nous traversions une crise. Il ne lui a pas dit qu'il dormait à l'hôtel avec Lina. Je ne sais pas pour vous, mais il ne semblait pas être un père très préoccupé par sa fille, il semblait plutôt préoccupé par le fait d'être avec Lina. Il ne l'emmenait à ses rendez-vous que lorsque je ne pouvais pas, mais le reste du temps, même Lina ne se présentait pas pour être une mère. Chanel m'a demandé ce qui se passait, et je ne pouvais pas lui mentir. Je ne le voulais pas non plus, parce que lui dire que son père et moi avions des problèmes allait lui faire penser que c'était à cause de sa maladie. Alors, pour lui enlever toute culpabilité et ne rien lui cacher, puisqu'elle est une adulte de 18 ans, je lui ai dit la vérité. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle devait peut-être assimiler tout ça, ou c'était simplement l'épuisement dû à son traitement. L'état de Chanel s'est amélioré. Les médecins ont dit que le traitement fonctionnait mieux que prévu. Ils ont utilisé des mots comme rémission et guérison. Les cheveux de Chanel ont commencé à repousser. Ils n'étaient pas aussi forts ni aussi beaux qu'avant, mais c'était un signe positif. Elle avait plus d'énergie et pouvait rester éveillée toute la journée à nouveau. Les médecins étaient surpris de sa bonne réaction. Ils nous avaient préparé à un processus beaucoup plus long et difficile, mais sa jeunesse a peut-être joué un rôle très important dans sa guérison. L'équipe médicale a déclaré Chanel en rémission complète. Elle devait encore faire des contrôles réguliers, mais la phase de traitement actif était terminée. Jacques et Lina l'ont emmené dîner pour célébrer. Ils ne m'ont pas invité, au cas où vous vous poseriez la question. Quand Chanel est rentrée du dîner avec Jacques et Lina, elle avait l'air fatiguée. Le restaurant était trop bruyant et elle avait mal à la tête. J'ai demandé le divorce après cela. Notre État exige une période de séparation avant de déposer la demande. Jacques était contrarié parce qu'il avait prévu de le faire lui-même, mais je l'ai devancé. Peut-être parce qu'il voulait demander un divorce à l'amiable, alors que j'avais des preuves de son infidélité. Il a déménagé toutes ses affaires restantes de la maison en un week-end, et Lina l'a aidé à faire ses cartons. Ils ont apporté des boîtes et un camion. Chanel est restée dans sa chambre tout le temps, la porte fermée. Mon fils n'arrêtait pas de demander où papa emmenait toutes ses affaires. L'avocat du divorce a dit que nous devions discuter des modalités de garde pour mon fils. Chanel était déjà majeur. Jacques voulait une garde partagée et, même si l'idée ne me plaisait pas, il n'y avait aucune base légale pour exiger autre chose. Depuis qu'il était parti, il avait négligé son fils, passant peu de temps avec lui, mais selon l'avocat, ce n'était pas suffisant pour qu'un juge accorde une garde majoritaire ou exclusive. Il fallait des preuves de mauvais traitement ou quelque chose de ce genre. Chanel est venue me voir un dimanche après-midi, au milieu de tout ce chaos. Jusqu'à présent, nous n'avions pas parlé du divorce ni de l'infidélité, en partie parce que je ne voulais pas la charger avec ça,
et elle parce qu'elle pensait que c'était mal et ne voulait pas aborder le sujet. Mais nous l'avons fait. Après quelques heures, Chanel a appelé Jacques et a mis le téléphone en haut-parleur. Elle lui a dit qu'elle savait pour la liaison, apparemment, elle ne lui en avait pas parlé auparavant. Elle a commencé à lui dire qu'il avait utilisé sa maladie comme excuse pour abandonner sa femme et se remettre avec la femme qu'il avait abandonnée. Jacques a dit que ce n'était pas juste. Chanel a répondu que ce n'était pas juste non plus de me laisser m'occuper seul de tous ses soins pendant qu'il testait son ex. Jacques a commencé à répondre, mais Chanel a raccroché. Elle a dormi dans ma chambre cette nuit-là parce qu'elle ne voulait pas être seule, même si je pense en réalité qu'elle l'a fait pour ne pas me laisser seule. Chanel a cessé de répondre aux appels de Jacques après cette conversation, c'est pourquoi il a commencé à venir à la maison. Jacques entrait parce qu'il avait encore sa clé, puisque techniquement c'était toujours notre maison à tous les deux jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, et je ne pouvais pas la changer. Il a essayé d'agir normalement. Il lui a demandé comment elle se sentait et si son dernier contrôle s'était bien passé. Chanel continuait d'étaler du beurre de cacahuète avec des gestes lents et réguliers, elle ne le regardait même pas. Jacques lui a demandé si elle voulait déjeuner avec lui ce week-end. Chanel a posé le couteau dans l'évier et est passée devant lui sans répondre. Elle est montée dans sa chambre. Jacques s'est tourné vers moi et a commencé à me rejeter la faute pour laquelle sa fille ne lui parlait plus. Il a dit que je n'aurais pas dû lui dire et que nous aurions dû lui raconter une version plus appropriée. Il a dit que j'utilisais une fille malade qui ne pensait pas clairement. J'ai souligné que Chanel était en rémission depuis un moment et qu'elle pensait parfaitement clairement. Jacques voulait parler à Chanel seul, sans que je pollue la conversation. J'ai répondu qu'il pouvait essayer, mais que c'était à Chanel de décider si elle voulait le faire ou non. Plus tard, nous avons parlé avec elle, et je lui ai demandé pourquoi elle n'avait rien dit après avoir appris la vérité. Elle a répondu qu'elle était trop fatiguée pour gérer ça et qu'elle attendait de voir si son père serait assez mature pour lui dire la vérité. Quand j'ai entamé la procédure de divorce et qu'elle m'a vu si fatiguée et triste, elle a compris qu'elle devait faire quelque chose. Jacques est revenu 2 jours plus tard, mais il n'a pas pu ouvrir la porte parce que la clé était à l'intérieur et qu'il ne pouvait pas la pousser. Il a sonné pendant 5 minutes sans s'arrêter. Chanel et moi étions dans le salon, et elle lui avait déjà dit qu'elle ne voulait pas lui parler. Jacques a finalement arrêté de sonner et a commencé à frapper à la porte. Chanel s'est levée et a ouvert, de peur qu'il ne la casse. Jacques a essayé de la prendre dans ses bras, mais elle a reculé. Il lui a demandé pourquoi elle l'évitait. Chanel a répondu qu'elle ne l'évitait pas, mais qu'elle ne voulait pas le voir pour l'instant. Jacques a rétorqué que c'était la même chose. Elle a répondu que d'accord, alors elle l'évitait. Jacques lui a demandé combien de temps elle comptait continuer ainsi, disant qu'elle se comportait comme une enfant, gâtée et ingrate. Il a dit qu'il avait passé des mois terrifié à l'idée qu'elle meure, et maintenant elle le traitait comme un étranger. Chanel lui a rappelé que pendant qu'il était terrifié, au lieu de courir vers le lit de ses parents, il était allé dans celui de son ex. Jacques lui a demandé de ne pas lui manquer de respect parce qu'il était son père, sinon, il devrait la punir. Il s'est approché d'une manière étrange, alors j'ai pris un objet que j'avais à proximité et je me suis avancé. Cela l'a fait reculer. Chanel a compris qu'il avait entamé une relation avec son ex-femme pendant que sa vraie mère s'occupait d'elle pendant sa maladie. Jacques s'est dirigé vers Chanel comme pour lui attraper le bras, ce qui m'a fait avancer aussi. Il a reculé à nouveau, m'a traité de mauvaise influence et a dit que je retenais sa fille en otage. J'ai répondu qu'il pouvait appeler la police ou que je pouvais utiliser ce que j'avais dans la main. Heureusement, cela l'a fait partir, parce que c'était un objet de décoration coûteux auquel je tenais. J'aurais été désolé de devoir l'utiliser sur sa tête. Il est parti, mais est resté 10 minutes dans l'allée à regarder la maison avant de monter dans son camion. Mon fils est revenu plus tard et s'est installé sur les genoux de Chanel. Elle l'a tenu pendant qu'il s'endormait assis. Ces derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie, mais beaucoup de survivants du cancer dans ce forum le comprendront sûrement. J'ai pensé partager mon histoire et celle de ma fille, tout comme j'ai réussi à me débarrasser du cancer de mon mariage. Mise à jour 1. Le divorce a été finalisé. J'ai décidé de racheter sa part de la maison, en déduisant la compensation que Jacques devait me verser parce que je gagnais plus que lui pendant notre mariage. C'est uniquement grâce à cela que j'ai pu le faire, même si cela a pris une grande partie de mes économies. Maintenant, je dois recommencer à zéro, mais au moins j'ai ma propre maison. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'une maison est contaminée par les souvenirs, une maison reste une maison, et je reste ici. Jacques a obtenu la garde partagée de mon fils, je ne sais pas pourquoi, car il ne s'y intéresse pas vraiment. Il lui rend à peine visite ou ne passe presque pas de temps avec lui. Chanel ne voulait pas voir son père, même quand il venait chercher son fils et qu'il l'invitait à les accompagner. En fait, il utilisait notre fils pour la faire culpabiliser en insistant pour qu'elle vienne avec eux. Les rares fois où il l'a fait, qui étaient aussi les rares fois où il passait du temps avec lui, j'ai dû intervenir. Vous l'avez déjà dit dans les commentaires, et je me souviens l'avoir bien expliqué, une infidélité ne suffit pas pour qu'un juge interdise à un père de voir son enfant. Je ne vais pas non plus faire des choses illégales, comme certains l'ont suggéré en m'insultant. Je ne vais pas faire de fausses déclarations, parce que d'abord c'est mal, et ensuite cela peut très vite se retourner contre moi. Vous n'êtes pas plus intelligent parce que vous proposez une idée, astucieuse, ou que vous suggérez de tricher avec le système.
Vous ne pouvez pas ensuite vous plaindre que ça ne fonctionne pas quand vous essayez de l'utiliser à votre avantage. Toutes ces idées ne feront que créer plus de problèmes. Lina a quitté Jacques en mai. Chanel l'a appris par une connaissance. Cette personne a dit avoir vu Lina en ville avec un autre homme. On peut donc en déduire que Lina est restée dans la ville et qu'elle est peut-être dans une relation ouverte ou qu'elle a quitté Jacques. Jacques a commencé à m'appeler après ça, donc nous avons la réponse. Il a appelé 5 fois en une seule journée. Je n'ai pas répondu. Je ne peux pas simplement le bloquer, nous avons encore un accord de garde qu'il utilise à peine. Il a laissé un message vocal que j'ai écouté plus tard. Nous faisons tous des erreurs, c'est pour cela que tout le monde mérite une seconde chance. Il a dit que c'était mieux pour tout le monde, autant pour notre fils que pour Chanel. Il a dit que Lina n'avait jamais apprécié ce qu'ils avaient, mais qu'il se rendait maintenant compte que j'étais une bonne mère et une bonne épouse, et que c'est pour cela qu'il ne me trahirait plus jamais, j'avais sa parole. Cette dernière phrase m'a fait arrêter l'écoute en plein milieu du message. S'il y avait quelque chose de plus important après ça, désolé, je l'ai supprimé. Maintenant, nous envisageons de déposer une demande pour modifier l'accord de garde de mon fils, car il ne semble pas intéressé à s'en occuper. Depuis qu'il a quitté la maison, il n'a passé que très peu de temps avec lui. Et au lieu de l'avoir la moitié du temps, comme prévu, il ne l'a pris que pour quelques heures avant de le ramener. Pour dire encore plus, il ne semble pas non plus très préoccupé par Chanel ces derniers temps. Il ne lui a même pas demandé comment se passaient ses derniers contrôles ni comment allait sa santé en général. Je sais qu'il est très probable qu'elle ne lui répondrait pas, mais un père vraiment inquiet l'aurait fait quand même. D'accord, attendez une seconde, c'est moi. Voici la vérité inconfortable. Ce n'est pas rare. C'est en réalité tragiquement courant. Au moment où Lina l'a quitté, soudainement, il s'est souvenu de sa valeur. Soudain, la femme qu'il traitait d'égoïste, celle dont il disait qu'elle ne pourrait jamais avoir un vrai lien avec Chanel, méritait qu'on l'appelle 5 fois avant midi. Il n'a pas eu une révélation. Il a subi un rejet. Et il y a une énorme différence entre ces deux choses, et il faut arrêter de les confondre. Et la partie qui me dérange vraiment, il croyait sincèrement que ce message vocal allait marcher. Il pensait vraiment que, tu es une bonne mère et une bonne épouse, allait rouvrir une porte qu'il avait lui-même réduite en cendres. Ça vous dit tout sur la façon dont il la voyait, non pas comme une personne avec des sentiments et de la dignité, mais comme une option. Une solution de secours. Quelque chose vers lequel revenir quand l'option excitante ne fonctionne pas. Elle a supprimé le message vocal en plein milieu. Et honnêtement, c'était l'acte le plus respectueux envers soi-même dans toute cette histoire jusqu'à présent. Elle savait déjà. Elle n'avait pas besoin d'entendre la suite. Maintenant, retour à l'auteur du post. Mise à jour 2. Nous avons déjà déposé la demande de modification de la garde, et mon avocat et moi sommes très confiants quant à l'obtenir. Je ne sais pas s'il se souciera de se battre pour son fils, mais il est contrarié que je fasse cela. Il m'a envoyé des messages jusqu'à ce que je le bloque, mais voici le résumé. Les textos arrivaient à des heures aléatoires, certains à 6 heures du matin avant que je parte travailler. D'autres à 23 heures. Il écrivait qu'il regrettait sa famille. Il disait vouloir emmener mon fils à des matchs de baseball, ce qu'il n'a jamais fait pendant tout ce temps. Il disait regretter tout ce qui s'était passé avec Lina. Si j'avais suivi certains conseils, pas tous, et inventé quelque chose pour obtenir la garde plus tôt, je serais probablement aujourd'hui dans des ennuis juridiques. Cependant, mon avocat et moi avons attendu, comme beaucoup l'avaient recommandé, car les gens comme mon ex finissent généralement par faire des erreurs, et une opportunité s'est présentée. Bien sûr, nous allons la saisir. Chanel témoignera même en tant qu'adulte sur la négligence de son père envers elle et son frère. Malgré cela ne l'a pas empêché de commencer à appeler depuis différents numéros. Je pense que si Reddit n'existait pas, ce genre d'idée ne viendrait pas aussi facilement à l'esprit des gens. Même si cela nous prépare à certaines situations après avoir lu certaines histoires, c'est aussi un manuel pour des personnes comme mon ex pour faire de mauvaises choses. Je ne dirai pas de quel numéro il appelait, je ne veux pas donner d'idée, mais il n'était pas exactement inconnu. Chanel a commencé à travailler pour économiser et acheter une voiture. Elle n'est pas encore sûre de ce qu'elle veut faire pour ses études, car même si elle a réussi à terminer le lycée, elle ne s'est inscrite dans aucune université. L'argent servira à cela, ainsi qu'à toute aide qu'elle pourra obtenir. Elle travaille dans un endroit avec un parking. Et comme c'est un peu loin de la maison et que les transports en commun ne sont pas bien desservis, je m'occupe de l'emmener ou de venir la chercher l'après-midi. Parfois, quelqu'un d'autre le fait, comme un collègue. Un soir, c'était à mon tour d'aller la chercher et j'attendais dans la voiture. Je ne regardais pas autour de moi au cas où mon ex apparaîtrait, je ne m'y attendais pas non plus. C'est pourquoi je n'ai même pas vu d'où il venait quand tout a commencé. J'ai vu Chanel sortir chargé de quelques cartons, parfois il lui donne des restes de nourriture, et je suis sorti pour l'aider. À ce moment-là, mon ex m'a crié de ne pas intervenir, et c'est là que j'ai réalisé qu'il était là. Il se dirigeait droit vers elle. Il ne semblait pas avoir de bonnes intentions, ou du moins c'est ce que j'ai perçu à travers son attitude. Certains collègues de Chanel, qui ont vu la scène, ont pensé la même chose. J'ai commencé à courir vers eux, mais les collègues sont arrivés avant moi et se sont interposés. Ils ont commencé à se débattre,
Mais ils étaient 2 contre 1 et l'ont retenu suffisamment longtemps pour que nous puissions monter dans la voiture. J'ai roulé un peu pour m'éloigner et m'assurer qu'il ne nous suivait pas, puis je me suis arrêté pour lui demander ce qu'elle voulait faire. Finalement, nous avons décidé d'aller à la police pour demander une ordonnance d'éloignement ou quelque chose de similaire. Mais la police a dit que ce n'était pas suffisant, même si nous avions les caméras de sécurité, ce qui est utile pour le dossier de garde de mon fils. Mais son comportement ne s'est pas amélioré, il s'est considérablement aggravé. Il venait à la maison et restait dehors à attendre. J'ai dû demander de l'aide à un voisin pour pouvoir aller jusqu'à ma voiture au cas où il déciderait de me faire du mal. Appeler la police était inutile, car lorsqu'ils arrivaient, Jacques leur disait qu'il était simplement garé là et qu'il ne faisait rien de mal. La police lui demandait de partir, et c'était tout. En fait, il mettait de plus en plus de temps à arriver, comme s'il savait ce qui se passait et avait cessé de prioriser la situation. C'est pourquoi j'ai reçu l'aide de quelques voisins qui connaissaient Jacques d'avant et qui, après avoir vu ce qui se passait avec la police, ont décidé d'intervenir. L'un d'eux, un vétéran, sortait pour m'escorter avec son arme et s'assurait que Jacques ne me suivait pas, parce que nous savons déjà ce que ferait la police. Nous avons également installé des caméras, et après un certain temps où mon ex était filmé, nous sommes retournés voir la police. Leur réponse ? Continuer d'appeler, mais tant qu'il ne faisait rien de concret, il ne pouvait rien faire. Au moins, il ne s'est plus rendu au travail de Chanel, même si ses collègues ont fait le travail de mes voisins. Nous avons dû changer notre routine pour éviter de sortir quand il était là. Il n'était pas présent tous les jours, mais quand il l'était, on savait que ce serait une mauvaise journée. Personne n'a envie de quitter sa maison escorté par un homme armé à la ceinture, insultant mon ex. Toute la situation était surréaliste. Jusqu'à ce qu'il fasse enfin une erreur. Ou que nous l'ayons poussé à en faire une. L'un de ses amis savait ce qui se passait, mais au lieu de lui parler pour le faire arrêter, ce qui, nous le savions, n'aurait pas fonctionné, il lui a tendu un piège. Il va habituellement courir, et, par hasard, il courait dans mon quartier un soir où il était garé. Il l'a salué et a fait comme si c'était une coïncidence. Ensuite, il lui a proposé d'acheter quelque chose à boire au magasin, et ils ont commencé à boire. Quand il s'est assuré qu'il avait suffisamment bu, il m'a envoyé un message et j'ai appelé la police. Avant que vous ne disiez que j'ai fait quelque chose d'illégal ou un faux signalement, l'alcotest a prouvé qu'il n'y avait rien de faux. Il n'y avait rien d'illégal non plus, juste 2 amis en train de boire. L'un d'eux était déjà parti. Jacques aurait pu dire non ou simplement arrêter de me harceler comme il le faisait depuis tout ce temps. Quand la police est arrivée, je suis sorti pour leur parler et Jacques est devenu violent. Avec moi, avec la police et avec toute personne qui passait en promenant son chien. Il était insultant. Ce qui a joué en notre faveur, parce que pendant qu'il tentait de le calmer, il a donné un coup de coude au visage d'un agent. À ce moment-là, ils l'ont plaqué au sol, menotté et lui ont lu ses droits. Ensuite, il a été emmené au poste le plus proche et arrêté. Désormais, ils sont plus enclins à accorder une ordonnance restrictive. Ce n'est pas que nous ne pouvions pas la demander avant, mais aucun juge ne l'aurait approuvée. Même mon avocat l'avait mentionné. Avec son arrestation pour agression sur un agent, le harcèlement constant, qui a désormais du poids, l'ivresse sur la voie publique et d'autres accusations, nous avons obtenu une ordonnance temporaire. Mise à jour 3. L'ordonnance a fonctionné pendant environ 2 mois. Jacques ne s'est pas présenté à la maison ni au travail de Chanel. Nous avons également réussi à rendre l'ordonnance temporaire permanente. Dommage que nous n'en ayons pas eu une contre Lina. Avant de continuer, nous avons aussi modifié l'accord de garde de mon fils. Maintenant, voici la mise à jour. Une voiture que je ne reconnaissais pas s'est arrêtée devant la maison. Lina en est sortie. Elle voulait parler à Chanel, mais celle-ci faisait comme si elle n'existait pas. Lina lui a dit qu'elle savait qu'elle était en colère, mais qu'elle devait parler. Comme Chanel restait silencieuse, les bras croisés, Lina a élevé la voix en disant qu'elle restait sa mère. C'est à ce moment-là que Chanel a répondu que sa mère se tenait juste à côté d'elle, en me désignant avec ses 2 mains. Après cela, elle est rentrée dans la maison. Lina a essayé de la suivre jusqu'à la porte, mais je lui ai demandé où elle pensait aller. Une lettre est arrivée par la poste 3 jours plus tard. Elle était adressée à Chanel. Je la lui ai donnée sans l'ouvrir. Elle l'a emportée dans sa chambre et est redescendue 10 minutes plus tard avec l'enveloppe déchirée en 2. Elle a lu 2 paragraphes et n'a pas pu continuer. La lettre était pleine d'excuses, d'explications et de demandes pour reconstruire leur relation. Lina a envoyé d'autres lettres. Une arrivait tous les quelques jours pendant 2 semaines. Chanel a cessé de les ouvrir. Elle vérifiait l'expéditeur et les jetait immédiatement. Nous n'en avons lu qu'une entièrement, et apparemment elle était retournée avec Jacques et ils voulaient simplement une chance de revenir ensemble. Cela pouvait être considéré comme une tentative de violer l'ordonnance restrictive, alors nous avons commencé à lire les suivantes, mais elles ne contenaient pas grand-chose à ce sujet. Je ne sais pas si nous avons eu de la chance ou si les précédentes contenaient plus d'informations. Dans tous les cas, c'était suffisant, et nous n'avions aucun moyen de savoir que mon ex était revenu ramper pour la 3e fois. Je pensais qu'il y avait une limite. Lina a commencé à contacter les amis de Chanel, qui l'ont bloqué et lui ont demandé d'arrêter de la déranger. Finalement, la lettre de Lina a été considérée comme une violation de l'ordonnance restrictive,
et ils ont emmené Jacques au poste pendant 5 jours pour l'avoir enfreinte. Lina a également eu des conséquences pour son rôle de complice, mais seulement un avertissement. Après cela, les choses se sont un peu calmées. Chanel s'est inscrite au cours de printemps à l'université locale. Elle a choisi la spécialité de technologie médicale. Elle a dit que voir le personnel médical pendant son traitement lui avait donné envie de travailler en laboratoire. Je n'ai pas eu de nouvelles de Jacques depuis le jour où ils l'ont arrêté. Cela peut être à cause de l'ordonnance restrictive ou parce qu'il est de nouveau sous l'influence de Lina. Il doit payer une pension alimentaire pour notre fils, mais à ce stade, je n'en attends pas grand-chose. Il a fermé son entreprise depuis un certain temps maintenant, je viens juste de l'apprendre. Je ne sais pas d'où viendront les paiements, mais tant qu'il ne nous harcèle plus, je peux vivre avec. Ce n'est pas comme si ses obligations pouvaient disparaître. Le contrôle de rémission de Chanel est revenu sans problème. La meilleure nouvelle que nous pouvions avoir depuis longtemps. Le médecin a dit qu'elle était en bonne santé et forte. Il a fixé le prochain contrôle dans 6 mois au lieu de 3. Chanel et moi sommes allés déjeuner après le rendez-vous pour fêter ça. Mon fils avait un rendez-vous de jeu cet après-midi-là, donc nous étions juste toutes les deux. Nous avons commandé des sandwichs et partagé une part de cheesecake en dessert. Mise à jour 4. Je sais que vous me demandez une mise à jour, mais tout est encore normal ici. Chanel continue d'avoir de très bons résultats au contrôle, avec le cancer aussi éloigné que possible. Mon cancer, Jacques, est aussi très loin maintenant. Certaines pensions alimentaires arrivent de temps en temps, mais je ne compte pas dessus. Je suppose que le fait d'avoir été arrêté ne lui permet pas de trouver un bon emploi, mais je ne sais rien de lui, à part qu'il a déménagé avec Lina à l'endroit où elle vivait auparavant. Qu'il soit heureux pour toujours ou qu'il l'abandonne encore, ce qui est le plus probable, cela ne me concerne plus. Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait tout quitté en venant ici pour le cancer de Chanel, mais en réalité c'était pour être avec mon mari. C'est ce que c'est l'ami qui m'a aidé à lui tendre un piège. Jacques ne sait toujours pas de qui il s'agit, mais ils ne sont pas en bons termes non plus. Mon ex le blâme pour ce qui s'est passé, comme si cet ami l'avait forcé. Je ne veux pas paraître ironique, mais je le suis quand je dis que cela me semble tellement étrange que Jacques blâme tout le monde sauf lui-même. Alors, ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Parlons d'abord de Jacques. Cet homme avait une femme qui s'est levée pour sa fille alors que sa mère biologique l'avait littéralement abandonnée. Elle n'était pas obligée de faire tout ça. Elle a choisi de le faire. Elle l'a accompagné à chaque rendez-vous. Elle a été là pendant la perte de cheveux, les maux de tête, la peur. Et la réponse de Jacques à toute cette loyauté a été d'utiliser le cancer de sa fille comme une opportunité romantique. Ce n'est pas un père en crise. C'est un homme qui a trouvé une excuse pratique. Et ensuite, la traiter d'égoïste? Lui dire que Chanel n'était pas sa vraie fille? Après une adoption? C'était de la cruauté calculée, et je pense qu'au fond, il savait exactement ce qu'il disait. Lina, c'est une toute autre histoire. Elle a abandonné son enfant à 8 ans. 8 ans. Et puis elle réapparaît seulement quand ça l'arrange, pas seulement à cause de la maladie de Chanel, mais aussi pour Jacques. Dès que Jacques a cessé de lui être utile, elle est repartie. Les lettres qu'elle a envoyées à Chanel ensuite ressemblaient moins à un véritable remords qu'à une nouvelle tentative de forcer son retour dans une vie qu'elle avait elle-même quittée. Et le fait que Chanel déchire cette lettre? Honnêtement, c'est l'acte le plus émotionnellement mature de toute cette histoire. Et Chanel, c'est l'héroïne silencieuse ici. Malade, épuisée, et pourtant en train de gérer le fait que son père ait choisi ce moment pour s'effondrer. Elle a attendu. Elle a observé. Et quand elle a finalement parlé, elle a dit tout ce qu'il fallait dire avec une clarté totale. Maintenant, la leçon, et celle-ci est vraiment importante. Les personnes qui sont présentes dans les moments les plus difficiles de votre vie, ce sont votre vraie famille. Pas celles qui partagent votre ADN. Pas celles qui réapparaissent quand ça les arrange. Mais celles qui lavent vos vêtements à minuit, qui s'assoient à côté de vous dans des salles d'attente froides, et qui vous tiennent la main sur le chemin du retour. Ces personnes-là. Protégez-les. Parce qu'apparemment, tout le monde ne le fera pas. Alors les amis, partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir suivi cet épisode de Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt pour la prochaine vidéo.